Voilà pour le rappel des titres, c'est l'heure à présent du Focus, direction la Biélorussie où le week-end dernier, le président Alexandre Loukachenko a été réélu avec 83,5% des voix. Un plébiscite critiqué par les observateurs qui ont souligné cette année encore un manque de transparence dans le déroulement du scrutin. Mais comparé aux élections précédentes, la répression a été moins forte. L'Union européenne a donc décidé de suspendre les sanctions économiques qui pesaient sur le pays. L'objectif, il est double, récompenser l'assouplissement du régime, mais aussi et surtout ne pas froisser un pays de plus en plus tiraillé entre l'Occident et Moscou. Reportage de nos envoyés spéciaux Elena Voloshin et Gulliver Krag. Son fils cadet Kolia, toujours à ses côtés, Alexandre Loukachenko était certain d'être réélu dimanche. Lors d'une conférence de presse dans ce bureau de vote, il a même répondu à une question plutôt épineuse. Президент, будет в Беларуси российские базы, что вы ответите? Вы знаете, нам не надо никаких баз. Quelques minutes plus tard, il n'est pourtant plus aussi catégorique. Je n'en ai pas encore discuté avec le président Poutine, je vous l'assure. Mais nous allons aborder ce point avec lui. Peut-être que la Russie perçoit quelque chose que nous n'avons pas vu, tant bien même que ce soit nous, les autorités biélorusses, qui sont vraiment au plus près de vous tous et qui perçoivent ce qui se passe dans ce pays mieux que la Russie. En septembre, Poutine a déclaré vouloir construire une base aérienne russe en Biélorussie, sans doute ici, dans la ville de Babrouïsk. Voici ce qu'en pensent les habitants. Я только за нее, чтобы она была в Бобруйске. Раньше при Советском Союзе стояла эта база. Такие у нас отношения, что есть эта база или нет, мне кажется, эта роли не играет. Ну пусть будет база. Конечно, мне бы не хотелось. Даже ни за какие там деньги. Et c'est sans doute bien une question d'argent. Difficile pour Loukachenko de dire non à Poutine alors que l'économie du pays tient au crédit et à l'énergie bon marché fournie par la Russie. La récession russe a durement impacté l'usine à pneus Belchina qui a néanmoins acheté de nouveaux équipements, réduit ses effectifs et accru son profit. Son jeune et énergique patron n'a aucun regret quant au retard de la Biélorussie sur les autres pays post-soviétiques pour ce qui est de la transition capitaliste. Je pense que ce qui s'est passé en Biélorussie ces 20 dernières années n'est pas si mal. Ici, les propriétés de l'État n'ont pas été bradées pour une bouchée de pain ou distribuées à tel ou tel entrepreneur. Selon des experts indépendants, Minsk dépense chaque année 7% de son PIB pour renflouer les industries d'État, de l'argent qui vient surtout des prêts. Dans cette usine de tracteurs, on espère diversifier l'exportation par de nouveaux modèles calqués sur l'Europe. Nous ne verrons ni les vieilles machines, ni la comptabilité de l'entreprise. Rien n'a changé. Tout le monde continue à travailler 5 jours par semaine. Les gens sont contents de leur salaire et ils aiment toujours leur travail. Une fois le responsable du ministère parti, nous rencontrons Yenadze Labachou, un vétéran à l'usine. Son récit est bien différent. La Biélorussie souffre d'une inflation galopante, sa monnaie est sans cesse dévaluée. Yenadze nous montre ses bulletins de salaire. Les prix augmentent, mais nos salaires restent les mêmes. En ce moment, nos clients achètent peu, donc on souffre de ça. En revanche, la Russie est un pays beaucoup plus gros. Ils ne ressentent pas la crise aussi durement. Nous ne sommes pas grand-chose à côté d'eux. Les médias d'État, eux, affichent un optimisme inébranlable. Comme on dit souvent ici, j'aimerais vivre dans la Biélorussie qu'ils montrent à la télé, et pas dans celle du monde réel. Ces 20 dernières années, rien n'a changé. Juste avant les élections, le syndicat de Yenadze a tenu un rassemblement à Minsk pour exiger une hausse des salaires. Un rassemblement sans grand succès qui fut tout de même autorisé par Loukachenko. Parmi les autres efforts du président pour améliorer ses relations avec l'Occident, il y a la libération d'illustres prisonniers politiques tels Mikhail Statkevich, qui estiment que l'Europe ne devrait pas être dupe. Les Européens croient qu'ils peuvent gagner Loukachenko à leur cause, mais en même temps ils ont peur qu'il y ait des bases militaires russes ici. Alors pour le moment, Poutine tolère aimablement ces jeux d'enfants. Mais si jamais Loukachenko venait à se tourner réellement vers l'Occident, alors Poutine dira « le pétrole bon marché c'est terminé » et ce sera l'effondrement de la Biélorussie.
Si Statkevich peut parler librement aux journalistes en plein centre de Minsk, il n'en reste pas moins exclu du jeu politique. Et Bruxelles fait la sourde oreille. On va revenir sur ce dossier avec notre invité du jour, Tornike Gordadze. Bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes chercheur associé à Sciences Po CERI, ancien ministre géorgien des Affaires européennes également. Une première question tout d'abord sur cette décision de l'Union européenne de lever ces sanctions. Vous comprenez cette récente décision ? Suspendre les sanctions pour 4 mois. Pour l'instant, on lui accorde le bénéfice du doute. Je comprends ce geste de l'Union européenne parce que Loukachenko se présente devant les Européens comme un pays qui est un potentiel victime de l'expansionnisme russe et il a besoin de renforcer ses relations avec l'Union européenne. Loukachenko est sous sanction depuis 2010, les dernières élections qui se sont très mal terminées avec une répression, comme disait votre reportage. Mais il a fait un certain nombre de gestes. Il a libéré tous les prisonniers politiques. Alors on peut dire très bien qu'il les a arrêtés pour les libérer ensuite. C'était aussi, ça faisait partie du marchandage. Il ne faut pas être dupe, comme disait le dernier intervenant du reportage. Mais c'est pour ça, justement, que l'Union européenne a fait ça, a suspendu ses sanctions pour 4 mois seulement, pour voir comment ça va se développer. Et surtout, il faut regarder comment Loukachenko agira dans sa politique intérieure vis-à-vis de sa propre population. Est-ce qu'il y aura des répressions politiques? Est-ce qu'il permettra l'éclosion ou le développement de la société civile? Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Est-ce que ce n'est pas aussi parce que la pression russe est de plus en plus forte en même temps en face? Bien sûr, parce que cette décision, il y a une raison géopolitique derrière cette décision de l'Union européenne. Jusqu'à récemment, jusqu'à la guerre en Ukraine et l'annexion de la Crimée, l'Union européenne réchignait d'utiliser le mot géopolitique en Europe. On disait en Europe, les choses sont claires, il y a l'Union européenne qui attire de par sa capacité d'attraction, son modèle, tous les pays qui sont autour de l'Union européenne. Et on ne fait pas de la géopolitique. On n'est pas en conflit avec la Russie, on n'est pas en conflit avec d'autres pays, d'autres puissances. On a vu quand même qu'en Ukraine, la seule capacité d'attraction ne suffisait pas parce que l'adversaire, n'entend pas jouer selon les mêmes règles. Alors, on réintroduit un petit peu de géopolitique. Donc, on discute avec Loukachenko. Loukachenko qui a refusé quand même l'installation, pour l'instant en tout cas, de cette base militaire russe. Et ça, c'est flou. Base aérienne. On refuse en un premier temps et en même temps, on comprend que ça reste quand même... Depuis des années, on parle de cette base. Donc, il n'est pas allé jusqu'à autoriser cette base. Il a refusé de reconnaître les régions sécessionnistes géorgiennes que la Russie demandait expressément de reconnaître leur indépendance. Il l'a pas fait. Il n'a pas condamné le nouveau régime ukrainien. Au contraire, dès la révolution de Maïdan, il a tissé des liens avec les nouvelles autorités ukrainiennes. Tout ça, il a fait aux dépens des intérêts de la Russie, aux dépens des intérêts géopolitiques de la Russie. Les relations entre les deux hommes, Loukachenko et Poutine, sont extrêmement mauvaises. Très très mauvaises, les relations personnelles. Mais globalement, c'est quand même, ils sont issus de la même mentalité, de la même école, si vous voulez. Parce que Loukachenko, bien avant Poutine, avait dit dans les années 90 que la dissolution de l'Union soviétique était une tragédie pour lui aussi. Donc il faut être très prudent, faire des concessions, essayer d'engager un dialogue avec lui, mais en même temps, il faut que ce dialogue soit suivi des effets concrets. Et du côté de la population, on les a entendus, on a entendu certaines personnes s'exprimer au sujet notamment de cette base de l'OTAN. Comment sont perçues les agitations du voisin russe? Oui, base russe. Alors, la population biélorusse, dans sa majorité, le chiffre de 83% est certainement très exagéré, mais il y a un bon nombre des Biélorusses qui soutiennent Loukachenko pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'il a le contrôle quand même des médias. Donc, en gros, il montre ce qu'il veut montrer à la population. Deuxièmement, il y a les médias russes aussi qui sont retransmis en Biélorussie. Et comme tous les Biélorusses parlent russe, et même d'ailleurs pour la plupart des Biélorusses, c'est la langue qu'ils utilisent quotidiennement, le russe, c'est la petite différence avec l'Ukraine, ils sont sous influence de ce monopole de l'information que Loukachenko et la Russie veulent leur envoyer. Donc, ils ont très peur de ce qui s'est passé en Ukraine. Ils ont peur d'une révolution, ils ont peur de l'intervention militaire russe. Donc, pour eux, Loukachenko, c'est le garant de la stabilité. Il l'appelle même Petit Père, Batka, c'est son surnom. Tous les Biélorusses l'appellent Petit Père. Donc les Biélorusses, en tout cas
ces gens qui travaillent aussi dans le secteur public, parce que Loukachenko, après la dissolution de l'Union soviétique, a conservé en grande partie l'ancien système économique. Il y a eu peu de privatisation, il y a peu de différence finalement au niveau des riches et des pauvres. Il y a des riches et des pauvres en Biélorussie, mais c'est pas aussi flagrant que dans d'autres pays post-communistes. Il n'y a pas eu l'éclosion de ces oligarques qui ont vraiment très fortement marqué la politique dans les autres pays. Et Loukachenko arrive à acheter cette paix sociale avec les subventions étatiques. Alors le problème, c'est que l'économie ne marche pas très bien, parce que l'économie biélorusse dépend à la fois de la Russie, mais aussi de l'Ukraine, parce que c'était ses deux premiers partenaires économiques. Il a besoin de l'argent. Il est en train de négocier un prêt très important de 3,5 milliards de dollars avec le FMI, et c'est aussi pour ça qu'il fait des concessions. Aussi en matière de politique économique, il a réduit les dépenses, il a une politique monétaire beaucoup plus stricte maintenant, et ses gestes en faveur des Occidentaux est également lié au fait qu'il a vraiment besoin de l'argent. Merci beaucoup Tornike Gorladze, merci d'avoir été notre invité. C'était notre focus du jour. Vous restez évidemment avec nous. On va se retrouver dans quelques instants, quelques minutes à peine pour un nouveau point complet sur l'info. À tout de suite.